point suivant est le budget prévitif, et donc c'est Imad Azouz qui rapporte. Le budget 2023 que je vais vous présenter s'inscrit dans la continuité de l'orientation budgétaire que nous avions abordée lors du dernier conseil municipal. Déjà, nous avions indiqué que ce budget 2023 était impacté par un certain nombre de facteurs extérieurs qui rendaient l'équilibre particulièrement difficile à atteindre. Le budget 2023 s'équilibre à 401,3 millions d'euros dans un contexte budgétaire extrêmement difficile, mais qui répond à 4 objectifs forts. Le maintien du service public de qualité au service de tous, mettre en œuvre les engagements du mandat, réaliser le programme d'investissement prévu et qui est absolument indispensable pour entretenir le patrimoine, l'adapter aux nouvelles normes énergétiques et faire face aux nouveaux besoins scolaires. Le tout sans détériorer les ratios et la santé financière de la commune, voire les améliorer. Comme vous le savez, l'équilibre est d'abord contraint par des décisions de l'État, depuis de nombreuses années ayant pour effet la suppression de la DGF l'année dernière et accroître les contributions aux 2 fonds de péréquation, le FPIC et le FSRIF, soit 42 millions d'euros de pertes. Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 269 millions d'euros. Les faits les plus marquants sur la dépense de fonctionnement sont un contexte inflationniste qui pèse fortement sur les dépenses de la ville. Et d'ailleurs, pour réduire ces hausses, des mesures d'économie importantes ont été mises en place. Je tiens de ce fait à remercier l'ensemble des élus et la direction de la ville qui ont travaillé conjointement pour les atteindre. Enfin, les financements versés à Pold ont été abaissés de manière exceptionnelle et en absorbant l'excédent cumulé à Pold. Plus particulièrement, ce contexte inflationniste a entraîné une augmentation de BP à BP de plus de 6,6 millions d'euros sur les fluides, 3,7 millions d'euros sur la masse salariale et 1,1 million d'euros sur les frais financiers. Vous pouvez noter également que ce budget de fonctionnement de 269 millions d'euros ne profite pas pleinement aux Nantériens, dans la mesure où il intègre des flux financiers avec le territoire Pold, mais aussi avec la péréquation. Après retraitement de ces données, le montant de ce budget est ramené à 204 millions d'euros, soit 2080 euros par habitant. À présent, un focus sur les recettes de fonctionnement prévues à hauteur de 292 millions d'euros marqués par 2 facteurs. Une prévision à la hausse des recettes fiscales par l'effet de revalorisation des bases décidées lors de la loi de finances et la hausse modérée du taux de foncier bâti. L'inscription de l'acompte exceptionnel versé par l'État au titre du dispositif inflation 2022, cet acompte pourrait être reversé à l'État compte tenu des critères d'éligibilité. Sur la fiscalité, ce budget intègre une hausse d'1 point de taux de foncier bâti pour se situer à 22,97%. Cela représente une hausse mesurée de la cotisation moyenne de 30 euros pour un propriétaire d'habitation. Ce budget 2023 consacre aussi une enveloppe de 82 millions d'euros au programme d'équipement pour entretenir le patrimoine communal, accélérer la transition écologique et répondre aux besoins des habitants. Malgré ce contexte toujours plus difficile, nous avons travaillé à améliorer les ratios financiers. Comme vous le voyez, ce budget présente une épargne brute de 23,8 millions d'euros qui couvrira prioritairement les emprunts et dont il restera une épargne nette de 2,3 millions d'euros. Ce budget s'équilibre par une enveloppe d'emprunt de 45 millions d'euros, mais avec une capacité de désendettement contenue à 8,8 ans, au-deçà du seuil de prudence qui est de 12 ans. Au-delà des données chiffrées, ce budget est consacré à la mise en œuvre des engagements que nous avons pris.
D'abord, la priorité est donnée à l'accélération de la transition écologique avec l'amélioration énergétique des bâtiments, des constructions neuves avec des exigences environnementales renforcées, la plantation d'arbres, la poursuite du développement des mobilités douces. Ces investissements vont porter sur tous les domaines, sur l'éducation avec la construction et la rénovation de groupes scolaires, la culture avec la poursuite et la réhabilitation du théâtre des Amandiers, les sports avec la construction du gymnase Langevin et la réalisation du terrain synthétique Vincent Pascucci. Et enfin, la santé avec la réalisation du centre de santé Juliette Ténine en 2024. Encore une fois, vous continuez à mentir aux Nanterriens. Nanterre est une ville riche. Et Nanterre n'a jamais été aussi riche, ce sont vos propres chiffres qui le disent. On y revient, mais c'est important parce que les chiffres ne mentent pas. On est à 292 millions d'euros, donc près de 3 000 euros par habitant cette année. Là où on était à 212 millions, donc à peu près 2 200 euros en 2015. Donc oui, Nanterre est la deuxième ville la plus riche de France par son budget de fonctionnement rapporté à chaque habitant. Oui, Nanterre a un budget de masse salariale par habitant de 1 300 euros, là où la moyenne des villes de la taille de Nanterre est à 854 euros par habitant. Et donc oui, des milliers de communes rêveraient d'avoir notre budget. Et puis enfin, un dernier point qui est important pour préciser les choses, après on ira sur le fond des politiques. Oui, nous vivons dans une république dont l'un des principes fondamentaux est la solidarité, l'égalité. Donc les villes qui sont bien dotées budgétairement, parce que nous sommes une ville riche, nous reversons une partie de notre budget à des villes qui ont un budget moins important. Et c'est, je crois, monsieur le maire, un des principes que vous-même vous dites défendre. Ce point étant redit, je voudrais qu'on reparle des choix politiques et de leurs conséquences. Alors, pour nous, ce budget est un triple échec. Un échec écologique, un échec social et un échec financier. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, avec ce budget, vous passez la majorité du temps à déplorer une situation pourtant enviable. Échec écologique d'abord. Vous dites que l'écologie est votre priorité. Le bilan est consternant. Nanterre n'est pas un modèle de ville de transition écologique et en 2023, cela ne changera pas. Vous ne prévoyez, ce sont vos chiffres encore une fois, sur les 106 millions d'euros d'investissement, que 1,4 million d'euros pour la transition écologique. Ce qui en dit long sur la traduction chiffrée des priorités. Alors, que proposons-nous? On avait déjà fait part plusieurs fois. Le dernier rapport du GIEC l'affirme, le principal vecteur de la transition écologique est de rapprocher les logements des lieux d'activité et des lieux d'emploi. Donc c'est l'urbanisme. Et donc la meilleure politique écologique que vous devriez avoir, serait d'appliquer cette recommandation et d'agir à Nanterre sur l'urbanisme, l'emploi et la formation, d'autant, et je pense que nous sommes d'accord sur le sujet, qu'il y a autant d'emplois à Nanterre que de Nanterriens en âge de travailler. Cela permettrait de limiter les émissions de carbone doublement sur les constructions, mais aussi sur les transports. Dans ce budget, on a cherché activement, on n'a vu aucune action d'envergure qui permettrait d'y répondre. Toujours sur l'écologie, le deuxième vecteur, et encore une fois c'est le GIEC qui parle, c'est la réhabilitation des logements et des bâtiments d'habitation, notamment des plus démunis. Au lieu de construire de nouveaux logements, pourquoi ne pas investir massivement dans la réhabilitation thermique, notamment des logements sociaux et dans le confort des logements? L'état du parc de Nanterre Coop Habitat est consternant. On a régulièrement des échos de la part des Nanterriens. Et un programme massif de réhabilitation de ces logements permettrait à la fois de créer de l'activité à Nanterre, de créer une meilleure satisfaction des usagers et de limiter l'empreinte carbone. Et comme vous le savez, ces investissements ne devraient pas forcément être portés uniquement par la commune. Ils pourraient être portés par des établissements publics autres que Nanterre Coop Habitat et aussi, pourquoi pas, avec des acteurs privés. Troisième point sur l'écologie, pourquoi continuer à construire ou à bétonner, dit différemment? Quand on regarde un petit peu les chiffres, puisque c'est le sujet du jour, Nanterre ne compte que 6% d'espace vert contre une moyenne de 24% dans le département. On pourrait imaginer de renaturer une partie de la ville qui compte encore, et vous le savez au moins autant que moi, des emprises foncières nombreuses qui sont non utilisées, plutôt que de continuer à construire. Enfin, sur l'écologie, replanter 5 000 arbres ne coûtera pas 600 000 euros, comme vous le mettez dans votre budget. Le coût d'achat peut-être des arbres, mais ce qui coûte le plus cher pour replanter un arbre, c'est précisément de le planter, et à moins qu'on les mette que dans des parcs, ce qui, je le crois, n'est pas votre ambition. Planter un arbre sur du bitume, ça coûte à peu près 1 200 euros par plantation. Mais passons.
Donc sur l'écologie, qui est votre priorité, moi je ne vois pas dans les chiffres que vous nous présentez aujourd'hui un bilan flatteur. Échec écologique d'abord, échec social ensuite. Pourquoi continuez-vous à parler d'un Nanterre pour tous alors que vous renforcez les inégalités par le logement entre les Nanterriens? Là encore, c'est votre politique de logement qui crée le plus d'inégalités. On a déjà parlé, vous concentrez les populations les plus vulnérables dans les mêmes quartiers. Vous continuez à construire des logements sociaux dans les quartiers où la part de logements sociaux est déjà supérieure à 70%. Et cette politique est la première cause du décrochage scolaire, et vous le savez. Et Nanterre, on le déplore systématiquement chaque année, est l'une des villes de France où, malgré les efforts qui sont faits, le décrochage scolaire est le plus fort. Pour mémoire, un classement cette semaine plaçait notre cher lycée Joliot-Curie, 1638e lycée de France sur 1851 lycées. Les Nanterriens ne s'y trompent pas, puisque le taux de vacances dans les logements sociaux est parfois très important, alors qu'ils jouissent souvent d'une situation géographique très importante. Et l'évitement scolaire à Nanterre est massif, puisque de nombreux Nanterriens mettent leurs enfants en scolarité en dehors de leur ville quand ils le peuvent. Cette concentration, on en a parlé encore ce matin, enfin tout à l'heure avec la question d'un Nanterrien, a d'autres conséquences, l'insécurité et les incivilités dont vous ne parlez pas. Il y a encore quelques jours, un homme était abattu en pleine rue dans le quartier du Chemin de Lille. Oui, absolument. Il y a quelques jours, une saisie historique de stupéfiants, et ce n'est pas la première, était effectuée au Parc Sud. Il y a encore quelques semaines, des commerçants étaient agressés au centre-ville et on n'en parle pas. Alors oui, votre politique de logement pour tous devient, en l'absence de mixité sociale réelle, avec ses incivilités, avec la précarité énergétique, avec le décrochage scolaire, une politique de l'échec. Là encore, nous proposons des solutions plus fortes en matière de mixité sociale. On voudrait qu'elles soient entendues. Plutôt que de renforcer le stock de logements sociaux, pourquoi vous ne proposeriez pas davantage d'accession à la propriété privée, c'est-à-dire pourquoi vous ne laissez pas, en les accompagnant, l'opportunité à des Nanterriens d'acquérir eux-mêmes davantage de logements? Cela renforcerait les moyens de la commune et de Nanterre Coop Habitat et permettrait de renforcer aussi la mixité sociale. Nous pourrions, plutôt que d'avoir des quartiers extrêmement concentrés en matière de taux de pauvreté et de logement social, des quartiers dans lesquels nous avons un taux de logements sociaux qui est situé uniformément entre 20 et 35% dans chaque quartier pour créer une véritable mixité sociale. Donc sur le social, le compte n'y est pas non plus. Et enfin, point de vue financier, voilà 3 ans que notre groupe demande, depuis qu'on est arrivé, un plan Marshall de l'investissement municipal précisément pour répondre à ces enjeux. On avait proposé un plan d'investissement de 60 à 70 millions supérieurs pour faire un petit peu un quoi qu'il en coûte. Et vous auriez pu réaliser ces investissements il y a 2 ans avec des taux extrêmement bas. Les taux il y a 2 ans étaient à 1%, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez ignoré notre proposition et aujourd'hui que les taux remontent, vous en êtes à déplorer de nouveau la situation qui certes n'est pas simple, mais qui n'était peut-être pas forcément plus compliquée il y a 2 ans. Alors vous dites, il n'y a pas de marge de manœuvre financière, c'est un autre mensonge. Nanterre dispose de marge de manœuvre financière importante. Le budget municipal pour la politique de préemption foncière, par exemple, n'a pas forcément à être porté uniquement par la commune. On pourrait économiser cette année, par exemple, 4 millions de budget. En recourant moins au budget municipal pour financer directement les maisons de santé, par exemple en mutualisant les maisons de santé avec d'autres collectivités, on pourrait économiser une somme au moins équivalente, en luttant davantage contre l'absentéisme, en améliorant les conditions de travail des agents municipaux, en reconnaissant le mérite des agents les plus engagés, en mutualisant certains investissements avec d'autres collectivités, on pourrait trouver aussi une marge de manœuvre au moins équivalente. Alors, si on fait le bilan depuis 2015, puisque les chiffres sont têtus, quoi que vous en disiez, au lieu d'investir dans ces priorités, qu'est-ce que vous avez fait? Vous le dites vous-même, vous avez désendetté la ville. Vous avez augmenté le recours à des prestataires extérieurs. Vous avez augmenté le temps de travail des agents municipaux, tout en continuant à recruter, sans renforcer la rémunération au mérite des agents, en tout cas pas suffisamment, et sans répondre à ces demandes constantes d'amélioration des conditions de travail et d'absentéisme. Alors, assumez-le, assumez vos choix. Oui, Nanterre est une ville riche. Oui, Nanterre a les moyens budgétaires de son ambition. Non, le compte n'y est pas, ni pour la transition écologique, ni pour la mixité sociale, ni pour les agents municipaux, et c'est pourquoi nous voterons contre ce budget. Je vous remercie. Je faisais référence lors du dernier conseil municipal dédié au rapport d'orientation budgétaire à la difficulté de construire une stratégie budgétaire qui est de plus en plus difficile d'année en année. Je ne reviendrai pas sur le contexte dans lequel nous sommes actuellement. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans cette Assemblée. Juste revenir sur quelques points.
qui me paraissent nécessaires de rappeler. Tout d'abord, nombre de nos concitoyens subissent les effets directs de la crise qui traverse notre pays. On parle de la hausse des prix et notamment et du prix de l'alimentaire et de l'énergie qui place certains de nos concitoyens dans des situations de précarité avérée, voire avancée. Et c'est justement en raison de ce contexte que les actions déployées par la ville de Nanterre trouvent tout son sens et toute sa raison d'être. Je le redis, à Nanterre, nous avons fait le choix, à la différence d'autres villes des Hauts-de-Seine, d'avoir un service public fort et un service public qui s'adresse à toutes et tous. Et ce principe, nous le réaffirmons fortement. Et donc, j'assume, et avec mes collègues du groupe des élus socialistes, nous assumons les choix qui sont présentés au nom de la majorité municipale. Ce besoin de haut niveau de service public suppose que nous ayons une utilisation intelligente des moyens qui nous sont mis à disposition. Les marges de manœuvre des collectivités locales sont de plus en plus réduites, on l'évoquait précédemment. La suppression de la taxe d'habitation qui a été décidée de façon unilatérale nous prive d'un levier supplémentaire pour financer nos politiques. D'autant que cette suppression n'a pas été compensée par la hausse des dotations de l'État, bien au contraire, et ça nous a été à plusieurs reprises expliqué par mon collègue. Donc, en termes budgétaires, il nous reste comme seul levier la taxe foncière. C'est la seule élément de fiscalité qui est à disposition des collectivités. Et donc, nous assumons pleinement son relèvement, maîtrisé, il faut le préciser, qui doit nous permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvre tout en nous incitant à poursuivre nos efforts en matière d'optimisation et de mutualisation de manière à ce que nous soyons en capacité de continuer à proposer un service public de qualité et pertinent aux Nantériennes et aux Nantériens. C'est dans cet esprit, avec une détermination immuable, que nous entendons poursuivre la transformation de notre ville, une ville qui anticipe son avenir et qui s'appuie sur l'ensemble des composantes. Nous pourrions revenir sur un certain nombre de politiques qui sont présentées dans ce budget. J'en citerai quelques-unes. Autour de l'éducation, même si j'ai bien entendu les remarques de mon collègue de l'opposition, la ville de Nanterre déploie des moyens importants à destination de sa jeunesse et de l'éducation. En matière de transition énergétique également, avec le développement du plan environnement numérique, non, pardon, je me trompe. Dans le domaine de la transition énergétique, avec le plan environnement qui a été déjà présenté dans cette enceinte. Voilà ce que moi je voulais vous dire. Ensuite, en réponse aux interventions de Monsieur Houboui, quand il évoque notre échec en matière écologique et qui intervient sur la question de la réhabilitation des logements, et notamment des logements sociaux, en pointant Nantercoop Habitat. Juste préciser que les logements de Nantercoop Habitat
ne relève pas de la catégorie de passoires thermiques comme un certain nombre de bailleurs, puisque notre organisme n'a pas de logements qui sont classés en catégorie G et F, qui sont les catégories énergivores. Notre opérateur, Nontercoop Habitat, s'est engagé depuis de nombreuses années sur la maîtrise des charges de ses locataires en engageant un certain nombre de réalisations qui permettent de réduire la facture énergétique. Et tout dernièrement, nous avons procédé au lancement des travaux sur les tours Alio, un investissement important qui doit permettre d'apporter une isolation complémentaire à celle qui existe aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans le prolongement de notre intervention sur le rapport d'orientation budgétaire, les élus du groupe ELV, Génération et Citoyens déplorent que des choix budgétaires difficiles ont dû être pris par l'ensemble de la majorité pour préserver notre autonomie budgétaire dans un contexte de décroissance des ressources liées à la baisse de dotation de l'État. Entre la baisse de la DGF, la suppression de la taxe professionnelle, la suppression de la CVAE, voilà, de nombreuses décisions de l'État ont été prises ces dernières années pour réduire le budget des collectivités et pour, au passage, se renflouer sur les budgets des villes. En passant se faire traiter de menteur par le représentant du gouvernement dans cette Assemblée, c'est cocasse, si ce n'est dramatique. On ne reviendra pas sur les nombreux mensonges du gouvernement proférés ces derniers jours et derniers mois, ni sur sa politique du gouvernement qui n'est absolument pas au niveau de ce qu'il faut faire pour entamer la transition écologique. Mais ce n'est ni le lieu ni l'endroit. Les investissements liés à la transition écologique dans ce budget ne se limitent pas aux 1,4 million d'euros énoncés. Il y a de nombreux nouveaux bâtiments communaux, des rénovations de bâtiments existants pour plus de 40 millions d'euros, que ce soit des nouvelles écoles pour les Grous, le gymnase Langevin qui va être construit, le tiers-lieu des Fontenelles qui va être démarré, le centre de santé Ténine qui est en cours de construction. Donc chacune de ces nouvelles constructions vise des objectifs environnementaux ambitieux, notamment d'être à énergie positive. Il y a également plusieurs rénovations de bâtiments communaux qui se font avec la norme BBC, donc que ce soit l'école Gorky par exemple qui est en cours de rénovation actuellement, que ce soit le théâtre des Amandiers aussi qui est en cours de rénovation, ou l'hôtel de ville dont la rénovation va bientôt démarrer. Il y a également le passage des luminaires en LED qui est dans ce budget-là et qui n'est pas compris non plus dans ces 1,4 million d'euros. Donc vous voyez bien que le 1,4 million d'euros, c'est vraiment le sommet de l'iceberg de l'investissement en matière de transition écologique. Comme mon collègue Didier Debord l'a dit, il y a également des rénovations dans les termes pour les logements sociaux, avec notamment les tours Alio, qui est actuellement le plus gros projet de rénovation de logements sociaux en France. Donc ce n'est pas une petite opération. Nous ne reviendrons pas sur la hausse de la taxe foncière, dont les conséquences pour chacune et chacun des propriétaires ont été pesées et sous-pesées, au regard de la nécessité de maintenir le cap que nous nous sommes fixés et de l'exigence renforcée de solidarité. Dans ce contexte contraint, la mise en œuvre de ce budget et la préparation des exercices suivants doivent être conduites à la lumière des préconisations issues du 6e rapport du GIEC. Afin de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et d'atténuer ses effets, les auteurs estiment qu'il est nécessaire de multiplier par 3, voire jusqu'à 6, nos investissements dans la transition écologique. Et cela vise dans toutes les strates, notamment les collectivités territoriales, même si Nanterre n'est pas la moins bien placée. Afin de passer directement aux travaux pratiques, nous préconisons pour le prochain exercice de mettre en place un budget vert, c'est-à-dire un budget qui, pour chacune de ces lignes, indique si l'impact de la dépense est positif, neutre ou négatif pour l'environnement. L'idée étant bien sûr de réduire les dépenses ayant un impact négatif. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur la méthodologie d'évaluation climatique coélaborée par l'Institut économique pour le climat et les métropoles de Lille, Lyon, Strasbourg, l'ADEME et l'Association des maires de France. Aussi, chaque fois que cela est possible, nous sommes pour une application généralisée du principe de pollueur-payeur, avec notamment une mise en œuvre d'une tarification progressive applicable aux déchets, mais aussi à l'eau. De multiples continuités sont par ailleurs à développer pour la suite de notre mandat, avec toutes les inflexions, débats, remises en question, points d'alerte, passerelles que cela comporte. Une continuité d'acteurs associatifs, engagés dans la transition écologique, encouragés à expérimenter en réseau et dotés d'un budget ambitieux pour poursuivre activement et librement leur action à Nanterre. Le festival Écozone, par les rencontres et échanges qu'elle favorise, constitue le socle de base de cet écosystème associatif qu'il convient de renforcer, de réinventer et de structurer. Continuité géographique dans le déploiement du plan 5000 arbres à travers une trame verte articulée de façon cohérente
avec un choix méticuleux d'essence adapté à notre sol et climat. Nous constatons les avancées graduelles dans la réalisation de ce plan et il nous appartient d'approfondir notre démarche en lien avec notre expertise acquise sur les îlots de chaleur urbaine. Continuité dans les parcours fluides et apaisés des cyclistes nantériens, aussi bien vélo-taffeurs que cyclistes touristes, et des piétons, notamment aux abords des écoles. La détermination de la mairie de Nanterre doit être complétée par une formalisation des effets d'annonce de la région et de l'État. À ce titre, le futur schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF, constituera un baromètre du potentiel de réalisation. Une réflexion sur le développement de la piétonisation doit également être menée. Continuité dans la lutte contre les incivilités, dont la ligne de notre persévérance pour recruter une équipe complète et stable de police municipale, avec un focus sur les incivilités vertes, déchets sauvages, publicité illicite, extinction des enseignes et bureaux la nuit. Bien sûr, cela s'accompagne d'une évaluation continue et partagée de la valeur ajoutée de la vidéosurveillance au regard des investissements engagés. Continuité dans l'exploration des solutions innovantes sur le plan énergétique, avec la géothermie, mais aussi dans l'accompagnement des projets d'agriculture urbaine, République, serre municipale, Parc Sud, en cours d'étude. Continuité dans la dynamique partenariale avec l'Université de Nanterre, en tenant tous nos engagements vis-à-vis tant de l'institution elle-même que de l'écosystème d'associatifs universitaires, et bien faire en sorte que les travaux de valeur réalisés, comme ceux des étudiants du Master Nourad, trouvent le prolongement qu'ils méritent avec un plan alimentaire territorial. Les assises de la ville qui auront lieu à l'automne prochain permettront, nous n'en doutons pas, de parfaire l'engagement de notre majorité dans la transition écologique, dans une logique de co-construction avec toutes et tous. Merci. Je souhaitais revenir dans un premier temps sur l'augmentation de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les propriétés secondaires. Je ne comprends pas la logique de descendre les classes moyennes qui ont tendance à devenir de plus en plus propriétaires et qui subissent, comme nous tous ici, un contexte international qui nous dépasse. Plutôt que de les protéger, j'ai plutôt l'impression que vous les taclez. J'avoue être particulièrement heurtée par cette décision qui n'était pas nécessaire et qui va vous rapporter que très peu. Vous auriez pu vous contenter de l'augmentation de la base de 7,1% de ces impôts locaux par l'État. Vous pensez que c'est votre seul levier? Ce n'est pas le cas. Vous auriez pu faire d'autres choix, aller chercher de l'argent ailleurs, comme avoir recours aux nombreuses subventions qui existent pour tous les projets que vous mettez en œuvre. Donc là, l'État répond présent avec cette augmentation. Cela va dans votre sens et bien entendu, ça passe sous silence. Du coup, on augmente aussi le taux, comme si ce n'était pas suffisant. Vous êtes toujours dans votre politique de taxer ceux que vous pensez être riches ou favorisés, sachant que ce n'est pas le cas. Vous êtes totalement hors sol, à croire que les propriétaires sont riches, mais bon, c'est pas grave. Et puis alors, sur les résidences secondaires, cela concerne 3,9% de l'ensemble des propriétés. Donc je ne vois pas non plus l'utilité. Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Bon, pas grand-chose, à part mettre en difficulté des familles qui gardent simplement un pied à terre près de Paris. Vous participez vous-même à la gentrification des populations en petite couronne, donc ne venez pas plus tard nous rabâcher vos valeurs. On a également un budget qui augmente d'une façon globale de 11 millions par rapport à 2022. J'aimerais donc savoir quelles sont les dépenses supplémentaires comparées à 2022. Serait-il possible d'en avoir une liste exhaustive? Vous êtes plutôt gagnant dans l'histoire et ne me dites pas que c'est grâce à l'augmentation des impôts locaux dont vous êtes responsable. Vous gagnez plus de 600 000 € en investissement comparé à 2022. Le budget augmente d'année en année, mais vos dépenses ne sont pas maîtrisées assez suffisamment. Du coup, solution de facilité, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts. Il me semble qu'en 2019 ou en 2020, on avait un budget de 360 millions d'euros. Aujourd'hui, il est à 400 millions. C'est bien ça. On paie également vos erreurs avec, par exemple, mais bon, ce n'est qu'un parmi tant d'autres, des cours d'école qui n'ont jamais été végétalisés et on se rend compte maintenant qu'il fait trop chaud. Mais oui. Donc on doit entamer des gros travaux de rénovation et de réhabilitation. Concernant le sport, vous construisez de nouveaux équipements, tandis que d'autres sont totalement laissés pour compte. Je pense notamment au gymnase Paul-Éluard. Je vous invite à vous y rendre. Concernant la masse salariale, vous évoquez l'absentéisme. Vous en êtes responsable et vous devez tout faire pour que les agents reviennent travailler dans le meilleur des cas, bien entendu. Et ce n'est pas un argument entendable pour dire, je vous cite, « Les marges de manœuvre sont quasiment épuisées pour assurer la continuité du service public ». Le pire, c'est qu'après, vous évoquez une solution que vous n'envisagez pas ou que très peu, et qui pourrait être intéressante, à savoir l'externalisation de certains services. J'ai l'impression également, et par contre j'espère me tromper, que vous vous plaignez des attentes des agents qui font vivre notre ville.
Je m'exprime, fidéliser les collaborateurs. Alors oui, des bonnes conditions de travail, c'est un facteur pour rester. Une attractivité déclinante de la fonction publique, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit ascendante. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires, quand on voit la différence de salaire entre le secteur public et privé et que celui-ci, les salaires n'ont pas bougé depuis près de 10 ans, j'appelle ça plutôt une réparation. Des attentes plus fortes sur la qualité de vie au travail, eh ben oui. On ne veut pas mourir au travail, je le conçois. Une ville de 100 000 habitants peut offrir beaucoup plus, je le pense. Définir une politique salariale, monsieur le maire, ça ne peut aller que dans votre sens et dans le sens de nos agents. Vous avez fait le choix de baisser de 4% le montant global de l'attribution de subventions aux associations. Encore une fois, j'espère que vous ne le regretterez pas. Quand on sait qu'elles sont les premières victimes de l'inflation, d'un contexte donc qui nous dépasse et qui agissent pourtant au plus près de nos administrés. On aurait pu se passer, par exemple, d'un terrain synthétique. Je ne sais pas, c'est une piste. Concernant les dépenses d'investissement, on note une augmentation de 2% par rapport à l'année dernière. Au vu du contexte, je me demande si c'était vraiment nécessaire et surtout quel équipement cela va concerner. Concernant le programme d'investissement par politique publique, j'avais une question concernant la reconstruction des vestiaires du gymnase Guimier. Il s'agit d'une dépense de fonctionnement de 2022 qui n'a aucun impact sur celle de 2023. Ce n'est pas ce qui semble être dans votre tableau de la délibération 30, c'était prévu pour 2022, mais les dépenses sont étalées sur 2023 et 2024. Donc voilà, j'aurais aimé un petit point de précision à ce sujet-là. Sur la réhabilitation du théâtre des Amandiers, est-ce qu'on est allé chercher des subventions européennes, régionales? Enfin voilà, votre budget ne correspond pas aux valeurs que vous tenez de défendre ou représenter. Je considère certains arbitrages comme totalement injustes ou injustifiés. Mon groupe et moi-même voterons donc contre ce budget avec regret, qui n'est pas à la hauteur des besoins de notre population, ni d'une ville riche composée de 100 000 habitants. Je vous remercie. Avant mon intervention, je voulais juste peut-être prendre 2 points dans ce qui a été dit pour rétablir des faits. Je pense que si vous regardez le contexte de la population aujourd'hui, je pense que les classes moyennes, elles ne sont pas toutes en train de se poser la question de pouvoir acheter. Parce qu'aujourd'hui, avec la hausse des prix, une partie des classes moyennes n'est même plus en capacité d'acheter. Ce que la ville de Nanterre fait, seule contre tous. Parce que je vous le dis, je vous ai laissé parler, madame, merci de ne pas me couper la parole. Dans le périmètre de l'établissement public territorial de la Défense, vous pourrez regarder, aucune ville ne permet l'acquisition comme la ville de Nanterre, avec des tarifs aussi bas que les nôtres. C'est une politique de combat qui n'est pas menée d'hier, qui n'est pas montée d'avant-hier. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est menée par la municipalité. Donc, dire qu'on ne fait rien pour effectivement faire évoluer, y compris la population. Tout à l'heure, il était évoqué le fait de ne pas mettre de la mixité. Vous le verrez tout à l'heure parce qu'on a un certain nombre de délibérations sur le sujet. Vous vous rendrez compte qu'on essaye de la mettre justement partout. Et après, il y a effectivement un état de fait. Nous, on le corrige et on cherche justement à remettre de la mixité. Pas que par l'accession. On met de l'accession là où il y a beaucoup de logement social. On met du logement social là où il y a peu d'accession, justement, pour remettre ce mix. C'est important. Et juste une précision sur la question du point d'indice. Le point d'indice, ce n'est pas une réévaluation, ce n'est pas une correction menée par la commune, c'est une obligation, en fait, qui est faite à tous les fonctionnaires. Donc la ville n'a fait que l'appliquer. Voilà, je vous remercie. La décision que nous avons prise d'actionner ce levier fiscal n'est que la conséquence d'une politique financière nationale désastreuse envers les communes. D'année en année, la constitution d'un budget communal est rendue toujours plus compliquée. Il nous faut composer avec une inflation qui ne cesse d'augmenter, tant sur l'énergie que sur les matières premières, et qui frappe les villes de plein fouet. Il est facile de faire des cadeaux avec les impôts locaux lorsqu'on n'est pas à la main pour les utiliser pour pouvoir justement combler les lacunes que peut avoir l'État sur un certain nombre d'actions et sur les politiques que nous menons. Nous vous l'avons exposé à maintes reprises, mais Nanterre n'est pas une ville riche, enviée et jalouse de tous. Nanterre est une ville qui s'est vue spolier 18 millions d'euros avec l'arrêt de la dotation globale de fonctionnement. 40 millions d'euros de pertes dû à un calcul de la péréquation extrêmement défavorable et le transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à la métropole provoquant un manque à gagner plus que conséquent pour notre ville. Le résultat de ces politiques économiques menées par les locataires successifs
de Bercy n'ont fait qu'aggraver la précarisation des villes populaires, donnant de moins en moins de possibilités d'investissement pour les communes dans des secteurs prioritaires comme l'aide à l'emploi, comme vous en avez parlé tout à l'heure, l'éducation, l'accès à la santé ou encore la culture. Ce sont l'ensemble de ces facteurs défavorables qui ont fortement influencé le budget communal, nous obligeant à voter de nouveaux taux d'imposition pour l'année 2023. Malgré cette réévaluation, Nanterre reste une des villes de Paris-Ouest La Défense dont le taux d'imposition est stable depuis des années et que l'impact sur les foyers nantériens sera fortement amoindri par la suppression de la taxe d'habitation décidée par le gouvernement, mesure qui a eu pour effet d'alléger un peu plus les caisses communales. Si nous faisons ce choix, c'est pour continuer à garder le même niveau d'investissement dans la ville, afin de toujours aller plus loin en matière d'écologie, ne vous en déplaise, en promouvant les transports alternatifs, de continuer à rénover les quartiers populaires, à l'image de ce qui est actuellement en œuvre pour le Parc Sud, de rénover ou reconstruire des groupes scolaires, comme Jacques Decour ou Gorky, de financer des végétalisations de cours d'école, parce qu'effectivement, quand des écoles étaient créées il y a 30, 40, 50 ans, on n'avait pas le même souci d'environnement et le même souci de préservation des cours. Cette décision permettra également de garder le même niveau d'offre de services rendus aux Nantériens et Nantériennes, un élément majeur d'égalité et de solidarité propre à l'identité de Nanterre envers tous ses habitants. Je vous remercie. Avant de passer au vote, je vous dis quelques mots, simplement pour... évidemment, je comprends bien que l'opposition de droite, toute confondue, fasse tous les effets de manche possibles pour ne pas voir que la situation économique, politique crée à toutes les collectivités territoriales et notamment à toutes les communes en France des difficultés extrêmes à équilibrer les budgets. Vous posiez tout à l'heure naïvement la question, mais qu'est-ce qui a augmenté? J'ai vu que, finalement, les petites informations que vous a données notre ami Imed n'a pas retenu votre attention, mais quand vous ajoutez 6,6 millions de dépenses d'énergie supplémentaires, même en ayant appliqué une baisse de la température partout où c'était possible, lorsque le montant des salaires augmente de 3,7 millions d'euros, puisque c'est logique, l'inflation entraîne, et c'est normal, une augmentation du traitement des fonctionnaires, et que vous ajoutez à ça 1,1 million de frais financiers, vous arrivez à 11,4 millions d'euros supplémentaires de budget à budget qu'il faut évidemment parvenir à surmonter. Alors, nous l'avons fait en réalisant un certain nombre d'économies et je remercie d'ailleurs évidemment l'ensemble des élus qui ont participé, mais aussi l'ensemble des services, des directions de services qui ont essayé, tout en maintenant le service municipal de Nanterre à un haut niveau, et se sont efforcés d'apporter des économies. Mais évidemment, il n'est pas possible d'effacer avec une telle hausse simplement avec un programme d'économie, ou alors il faudrait arrêter un grand nombre de services municipaux, ce qui évidemment n'est pas l'intérêt des populations des couches moyennes et aussi des populations plus défavorisées qui sont nombreuses à Nanterre. D'ailleurs, ne vous gargarisez pas, puisque quand vous allez voir les taux d'imposition de la plupart des villes qui nous entourent, elles vont être aussi en augmentation, et c'est aussi difficile à Rueil, à Saint-Cloud et à Levallois de conclure un budget cette année que ce l'est à Nanterre. Donc, évidemment, Nanterre va continuer d'être une ville pour toutes et tous. Je sais que ça vous embête beaucoup, que nous soyons sans doute, avec quelques villes en France, en Île-de-France, des terres de mixité dans lesquelles on construit des logements abordables. On ne construit que cela, que ce soit en accession à la propriété, que ce soit en logement intermédiaire ou en logement à loyer modéré, HLM, qui sont sur le territoire. Je sais que ça vous embête beaucoup, puisque tous vos amis, partout où vous êtes, soit sont en dessous des
des demandes fixées par la loi, qui est la loi SRU, soit quand ils le sont au-dessus de la loi SRU, n'ont qu'un objectif, c'est d'essayer de baisser le nombre de logements sociaux. D'ailleurs, les questions sont à une telle gravité que même le vice-président de la région, proche de Mme Pécresse, s'en émeut puisqu'il a apporté le SDRIF et que pour l'instant, eh bien, il voit bien que cette métropole du Grand Paris, cette région Île-de-France, est en train de péricliter parce que tous ceux dont on a besoin, ceux qui sont les infirmières, les enseignants, les caissières, les balayeurs, les éboueurs, tous ces gens-là, de plus en plus, n'arrivent plus à habiter dans la métropole de Paris. On est effectivement avec une crise du logement qui est quasiment équivalente à ce qu'elle était dans les années 54, au moment de l'appel de l'abbé Pierre, et c'est une situation extrêmement dure. D'ailleurs, une partie des gens que dans les villes alentours ne sont pas relogés, ne le sont malheureusement par le préfet des Hauts-de-Seine, en utilisant le contingent préfectoral et la loi Dallot pour faire de Nanterre, par exemple en 2021, la ville en Île-de-France qui a dû reloger le plus de Dallot, 381 après Paris. Donc évidemment, je comprends que vous essayez de faire un petit jeu de bonneteau, mais oui, il faut construire des logements pour tous en Île-de-France, à Nanterre comme ailleurs, et on n'est pas dans une situation où on peut ralentir de ce domaine. D'ailleurs, j'ai vu une petite contradiction. On dit surtout qu'il faut arrêter de construire, mais si c'est des logements sociaux, si c'est des logements en accession à la propriété, alors vous pouvez y aller, vous pouvez construire. Et évidemment, vous savez également que si vous comparez Nanterre par rapport aux 11 communes qui sont autour de nous, Nanterre est loin, au regard de Puteaux, de la Garenne-Colombe, de Levallois, qui sont pratiquement les deux villes les plus denses en Europe. Nanterre n'est pas une ville dense de ce point de vue. Et évidemment, nous aurons à cœur d'ouvrir de nouveaux parcs. Ça va se faire. Le parc du Chemin de l'Île va s'agrandir de 4 hectares dès le mois de juin. Un nouveau parc va être mis en service au Petit Nanterre, le jardin japonais, après le jardin du Radis-Creux, donc aux provinces françaises. Et donc, bien sûr, nous allons continuer. Et par contre, je veux évidemment dire à notre ami Alexis Martin qu'effectivement, je pense qu'il nous faut présenter un budget qui permette à tous les élus, mais aussi à tous les Nantériens, de lire nos investissements et nos dépenses de fonctionnement au regard de cette question fondamentale qui est la transition écologique. Et que sans doute, évidemment, quand on dit on rénove l'école Gorky, on dit ça fait 10 millions d'euros. Bah, évidemment, il faut qu'on dise aux Nantériens sur les 10 millions d'euros la part importante qui, en réalité, est une part qui est consacrée à la transition écologique, à l'économie d'énergie en l'occurrence, au confort de la cour également, et que de manière à ce qu'ils se rendent compte que derrière le mot de rénovation d'un équipement, évidemment, la question énergétique est une question très très importante. Sur ce, je vous propose de voter ce budget.